Merci tout le monde, bienvenue pour cet atelier. Donc, mon nom c'est Johan, je connais quelques personnes d'entre vous. Dans le fond, mon background, c'est que je suis ingénieur fiabilité. Je travaillais sur beaucoup de projets un petit peu partout au Québec et au Canada. Puis, je travaillais notamment pour Contrôle Laurentide. Jusqu'à il y a peu, jusqu'à ce que Spartacus devienne en fait une compagnie on va dire à part de Contrôle Laurentide, mais toujours dans les mêmes bureaux, toujours avec les mêmes personnes. Donc, je ne pourrais pas dire mieux que ce que vient de dire Jordan. Merci beaucoup. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet de cet atelier, c'est quoi Spartacus? C'est quoi Spartacus Technologies? C'est une compagnie qui s'occupe d'à peu près tout ce que vous voyez ici. Bon, qu'on aille d'une usine à une autre, ça ressemble pas mal à ça. La couleur, la taille est différente, mais globalement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide à bâtir les hiérarchies, les pièces, on optimise les PM, on aide à implanter les rondes de lubrification et d'inspection. On fournit un logiciel de senti d'actifs. On fait l'intégration du sans-fil et bien plus encore. Voilà pour qu'est-ce que je pouvais dire par rapport à nous et à notre compagnie. Alors, aujourd'hui, on va parler d'optimisation de maintenance préventive. Ça va être un atelier qui est interactif. On va travailler sur notre logiciel qui s'appelle Spartacus. Je vais le partager à l'écran. Je vais donner aussi accès à la plupart d'entre vous. Vous allez pouvoir vous y connecter. Si vous avez un laptop ou un iPad, ce serait bon. Globalement, on a un programme qui est assez chargé. Je vais essayer d'être le plus intéressant possible dans le temps le plus court possible. On va remettre en contexte pourquoi est-ce qu'on doit réviser, optimiser les maintenances préventives. On va passer au travers du processus. On va faire un exercice ensemble sur un convoyeur, en tout cas sur une partie d'un convoyeur. Et ensuite, je vous partagerai des difficultés, des réussites. J'ai fait ça des dizaines de fois dans bien des endroits, donc je connais une chose ou deux là-dessus. Donc, moi, je ne veux pas passer du temps à expliquer très en détail c'est quoi la meilleure tâche de maintenance préventive pour couvrir tel mode de défaillance. Je ne vais pas rentrer dans les détails d'un RCM ou un AMDEC. Il faut qu'on reste quand même à un niveau qui est suffisamment élevé, là. Donc, je veux juste modérer les attentes sur ça. Comme j'ai dit, on va faire un exercice dans Spartacus. Si vous avez tout le monde a un cellulaire, c'est peut-être pas l'outil qui est le plus adapté pour faire l'exercice avec moi. Vous pouvez essayer, mais je pense que vous allez abandonner au bout de quelques secondes. Donc, si vous avez une tablette ou un laptop, je vais vous donner des identifiants pour vous connecter tantôt, puis vous pourrez voir et me suivre et faire les étapes avec moi dans le logiciel. Bon, comme on vient de manger, on va parler cuisine bien grasse. Le cassoulet. Tout le monde connaît le cassoulet, n'est-ce pas? Une spécialité du sud-ouest de la France. Alors, il y a différentes recettes sur Internet. Quand je tape cassoulet sur Google, ça me donne le cassoulet à 40 minutes ou le cassoulet à 16h15 minutes. Donc, comment ça se passe? C'est qu'on fait revenir les haricots, les beans dans la graisse de canard pendant toute une nuit. C'est délicieux, c'est vraiment très bon, mais ça prend énormément de temps. Donc on arrive avec un produit qui est excellent à la fin, qui est très très goûtu, mais qui prend beaucoup plus de temps. Donc qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est qu'il y a différentes façons d'optimiser des programmes de maintenance préventive. Il y a plusieurs recettes qu'on peut utiliser. Moi, celle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celle que j'ai bâtie au fil des années. Et puis, elle est assez rapide, assez efficace, je le pense. Puis, on va voir c'est quoi ses avantages dans la prochaine heure ou deux. Bon, on va recommencer par un petit... On ne voit pas très bien. Donc, un arrêt non planifié dû à un bris d'équipement. Tout le monde a déjà vécu ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On répare et on redémarre au plus vite. Ensuite, on rajoute un PM dans le GMAO vite fait, parce qu'on ne veut pas que ça se reproduise. On va planifier un arrêt pour faire ce préventif. Et on va redémarrer la production, puis on va retomber dans une loupe parce qu'on va retomber encore dans des arrêts planifiés qui vont être peut-être plus ou moins liés à ce même problème, mais on va se retrouver dans une boucle en fait, de non-efficacité. Pourquoi? Parce que généralement, ce qu'on voit, c'est qu'on rajoute des PM vite fait. Moi, c'est surtout là-dessus que je vais travailler avec vous aujourd'hui. C'est plus sur le côté qualitatif des préventifs que sur le côté quantitatif. Okay? Donc, on va vraiment mettre l'emphase sur ce côté qualité. C'est quoi la maintenance préventive? C'est des activités qu'on va faire pour éviter, retarder ou détecter de façon proactive des défaillances. Donc ça,
Moi, ce que j'aime bien parler, c'est plutôt de stratégie d'entretien qui englobe tout ce qui est préventif, prédictif, conditionnel, les tâches d'opérateur, les tâches faites à l'externe, même tout ce qui est run to fail, on peut considérer que c'est également une stratégie d'entretien. On peut décider délibérément de laisser des équipements brisés parce que leur criticité est trop basse, etc. Okay? Encore une fois, j'essaye de passer le plus vite possible pour donner plus de place à l'exercice. Typiquement, qu'est-ce que je vois quand je fais ce genre d'atelier ou d'exercice avec des organisations? C'est qu'on a des organisations qui sont très fortement réactives. Comme elles sont réactives, elles ont peu de temps, peu de ressources pour faire du préventif. Et comme elles font peu de préventif, elles n'identifient pas des correctifs à venir. Donc, si vous regardez le backlog des bons de travail dans les GMAO, ben, ça ressemble à ça. Donc, comment est-ce qu'on essaye de casser ce cycle-là? Ben, on va forcer l'exécution de préventif, mais pas seulement en volume. Encore une fois, l'objectif aujourd'hui, c'est de focaliser sur la qualité. Donc, pas nécessairement faire des préventifs qu'on a dans le GMAO parce qu'on a des préventifs dans le GMAO qui sont en retard, mais c'est de les faire de la bonne façon, faire les bonnes tâches au bon moment. Qu'est-ce que ça va faire? Si on fait les bonnes tâches au bon moment, on va augmenter le backlog de correctifs parce qu'on va identifier des problèmes à venir. Et si notre processus de planification ordonnancement est bon, comme vous l'avez vu ce matin, mais ultimement, qu'est-ce que ça va amener? C'est une baisse des travaux réactifs. Donc, ça, c'est la théorie, super beau. Moi, il y a des travaux des projets sur lesquels j'ai travaillé qui permettent d'atteindre cet état-là. Est-ce que c'est juste parce qu'on révise les PM qu'on arrive à ce résultat-là? La réponse est bien sûr non. Il y a bien d'autres facteurs qui rentrent en jeu. En tout cas, aujourd'hui, on va focaliser beaucoup sur les préventifs qui sont orientés autour des modes de défaillance. Alors, là, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent prendre le micro ou qui veulent me dire c'est quoi des modes de défaillance? Est-ce qu'il y a des volontaires? Non? Oh, vous êtes endormi? OK. Bon, c'est correct, ça. Bon, il y a plein de définitions, puis s'il y a des ingénieurs dans la salle, il y a des gens qui vont sûrement me traiter d'hérétique suite à ça, là. Mais moi j'aime essayer de voir ça plus simplement. Moi, j'aime le voir comme étant des symptômes. Quand vous êtes malade, mettons, vous voulez vous demander est-ce que j'ai un rhume ou est-ce que j'ai un COVID? Bon, ben on va regarder les symptômes. Quand on a le COVID, la différence avec une grippe, ben, c'est qu'on a une perte de goût, une perte d'odorat et peut-être d'autres symptômes. Donc, ce qu'on va essayer de faire durant cet exercice, c'est identifier les symptômes qu'on veut que nos mécaniciens, nos gens d'opération puissent identifier sur le terrain afin d'identifier des défaillances à venir. Donc, on va vraiment focaliser sur ce côté symptômes des équipements, symptômes des machines. Moi, je vais l'appeler mode de défaillance. Est-ce que c'est la vraie définition? Est-ce que ce n'est pas la vraie définition? Écoutez, le temps de cet atelier, on va s'accorder là-dessus, puis ensuite, on peut boire quelques bières pour décider de la vraie définition. Mais pour l'instant, ça va être ça. Donc, voilà le processus qu'on va utiliser. Alors, typiquement, quand je fais ce genre d'atelier sur une journée, 2 journées, 3 journées ou quelques semaines, ben, on suit ce processus-là en 10 étapes. Évidemment, aujourd'hui, on ne va pas les passer chacune en revue, mais vous avez globalement 3 grandes parties où vous allez organiser l'exercice d'optimisation de PM. Une partie où vous allez vraiment faire l'optimisation des tâches de PM et la partie où vous allez réaliser. Alors aujourd'hui, on va principalement se focaliser sur la partie optimisation, encore une fois en essayant d'être le plus efficace possible. Et puis, je vous donnerai quelques informations sur la partie réalisation. Alors, premièrement, préparation à l'exercice. Moi, ce que j'aime quand je fais de l'optimisation de maintenance préventive, puis je ne sais pas si certaines personnes dans la salle ont déjà fait, ben c'est que j'aime bien sélectionner certains équipements. Est-ce qu'on se lance sur de l'optimisation de PM sur une usine au complet? On peut, si on trouve vraiment que tous les PM sont mauvais, on peut, mais moi, j'aime bien commencer sur petit. Donc, sélectionner des bad actors, donc des équipements sur lesquels on a beaucoup de bris ou sur lesquels on sait que les PM ne sont vraiment pas au point. On va avoir besoin d'une bonne expertise pour réaliser ça. Ça ne peut pas être nécessairement juste
un consultant externe qui réalise ça, il faut l'input des gens, et notamment des gens de plancher, même des gens d'opération, si on peut impliquer ces gens-là dans la refonte des PM. Ben moi, je trouve que c'est toujours très, très, très bénéfique. Ensuite, on va rassembler toutes les données relatives aux maintenances préventives. Donc, il va falloir aller chercher dans la bibliothèque des manuels de fabricants. Donc, bien des usines là, où c'est des pièces dans les sous-sols là, qui sont tout moisies. Donc, on va chercher cette documentation, on va aller sortir les PM existants dans le GMAO, puis on va aller chercher de la documentation sur tout ce qui est les bris passés, les root cause analysis, etc. Et puis, on va créer un répertoire, une base de données. Typiquement, généralement, cette chose-là n'est pas faite. Puis, on va voir, on va utiliser notre logiciel Spartacus pour exécuter cette étape-là. Donc, avoir un répertoire, une base de données, ça va être notre outil. Ça va pour tout le monde? Yes? Excellent. Super. Ensuite, avant de se lancer dedans, souvent une étape qui n'est pas faite, c'est la décortication des équipements. Donc, si on ne décortique pas convenablement les équipements, il y a de fortes chances qu'en fait, on va manquer des composants. Et si on manque des composants, on va manquer des modes de défaillance. Et si on manque des modes de défaillance, on va manquer de créer des tâches qui peuvent avoir une importance plus ou moins majeure. Donc, comment est-ce qu'on décortique un équipement? On le prend du plus haut niveau. Donc, ça peut être... vous pouvez partir de vos postes techniques. Ceux qui utilisent SAP savent ce que c'est un poste technique. Donc, une localisation fonctionnelle, une adresse dans votre usine. Donc, voilà, cette table-là, c'est mon adresse. Qu'est-ce que j'ai sur cette adresse? J'ai différentes choses. J'ai une table, j'ai des chaises, j'ai des verres, j'ai des bouteilles d'eau. Donc, on part de cette adresse-là qu'on peut découper en différents groupes fonctionnels. Typiquement, si vous avez une pompe, il n'y a pas vraiment besoin de décomposer en groupe fonctionnel parce qu'une pompe, c'est quand même relativement simple. Mais pensez à des énormes convoyeurs, pensez à des équipements, je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent dans l'alimentaire, mais vous avez des emballeuses notamment, vous avez plein de choses qui sont gardées, différents groupes fonctionnels qui font l'emballage, ouverture, fermeture, scellage, etc. Ça, c'est quand même des machines qui sont très complexes. Donc là, ça vaut le coup de décomposer en groupes fonctionnels. Si on prend l'équipement qu'on voit ici à l'écran, donc on a un blower et on voit la fonction ici qui serait la fonction d'entraînement de ce blower-là. Et en dessous, on va avoir les composants. Donc les composants, sans aller jusqu'au boulon, à l'écrou, on ne veut pas vraiment faire un build de matériel, mais on veut rester quand même à un niveau qui est quand même assez haut niveau, d'une certaine manière. Donc pour cet entraînement, je verrai un moteur, une courroie, et un pile-au-bloc. Et pour moi, ce serait le niveau auquel je travaillerais pour bâtir mes préventifs. Okay? Si je veux faire de l'inception, je vais descendre à un niveau plus bas juste pour bâtir les modes de défaillance, puis on va y arriver dans quelques minutes. Okay? Donc, souvent, là, c'est ça l'étape qui manque, parce qu'on va manquer certains composants et donc on va manquer certains modes de défaillance. Si je prends un équipement qui est très complexe comme un véhicule, dans le fond, là, ça vaut la peine de passer au travers de cet exercice. Donc, si je vous le montre très rapidement, je peux avoir différents ensembles fonctionnels. Donc, je peux avoir la transmission, le système de freinage, la direction, la climatisation, le système audio. Ça va être différents groupes fonctionnels sur un véhicule. Okay? Que vous ayez un Toyota, Subaru, peu importe, vous allez avoir des ensembles fonctionnels qui sont quand même assez similaires. Puis là, je vous ai mis un système de freinage là, qui est dessiné en haut. Puis si on zoome dans le système de freinage, qu'on doit identifier des composants, on va trouver une pédale de frein, une tringlerie, réservoir, des disques, des étriers, des capteurs, etc. Okay? Puis maintenant, si on zoome juste sur les disques de freinage, on va trouver différents modes de défaillance. Donc, la corrosion, de la déformation, une épaisseur inférieure à tant de millimètres, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment quand même, c'est un exercice qui est fait en cascade. Là, on a un équipement qui est très complexe comme un véhicule, mais pensez à des équipements plus simples dans vos usines, comme des convoyeurs, des pompes, des raffineurs, des compresseurs. C'est quand même un exercice qui se fait beaucoup plus facilement que pour un véhicule. Ça va pour tout le monde? Excellent. Super. Donc c'est vraiment la logique qu'on va essayer de mettre en place. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur un convoyeur fictif. En fait, il n'est pas fictif, parce que c'est une photo que j'ai prise dans une usine, quelque part. Et on va travailler sur optimiser les préventifs de ce convoyeur-là. Pour ça, ce
qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le logiciel Spartacus APM. Alors, encore une fois, si vous avez un cellulaire, je ne recommande pas de scanner le code barre avec le code QR avec le cellulaire parce qu'au final, ça va être difficile de l'utiliser. Mais par contre, si vous avez un laptop, si vous avez un iPad même, et que vous avez envie de participer activement à l'exercice, il n'y a aucune obligation, mais si vous voulez participer activement, je vais laisser ça pendant 1 minute. Allez sur n'importe quel browser, ou que ce soit Chrome ou Safari, peu importe ce que vous voulez, puis vous tapez l'adresse apm.spartacustechnology.com et je vous ai mis les identifiants à utiliser. Et une fois que vous y êtes, moi aussi, je vais partager mon écran pour qu'on voit c'est quoi qu'on va faire. Je vois des gens qui sortent leur laptop, donc je vais vous donner quelques minutes. Puis parmi vous, il y a peut-être des gens qui sont déjà habitués à Spartacus. Ça, pour ceux qui connaissent déjà Spartacus, je vous envoie vers la nouvelle version de Spartacus. Donc, ce n'est peut-être pas le même lien que vous avez l'habitude d'utiliser. Okay. Je vais le laisser pendant une petite minute. Ça va? Je vois des gens qui essayent, là, ça a l'air d'être difficile. On a l'air d'être bloqué. Là. Okay. Monsieur a réussi, ça c'est bon. Ça. Michel Brisebois, il a réussi aussi. C'est bon? Bravo. OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais y revenir, ne vous inquiétez pas. Donc ça ressemble à ça. Là. Normalement, vous devriez arriver sur la page d'accueil ici, apm.spartacustechnology.com. Et je vous ai créé des identifiants génériques pour tout le monde. main@qc.com 2024 à commercial brossard avec un B majuscule étant le mot de passe. Et quand vous êtes prêts, vous affirmez s'il vous plaît que vous n'êtes pas des robots, c'est très important. Et vous vous connectez. Est-ce que ceux qui se sont connectés voient ce que je vois? Ça va? Ça va? OK, excellent, super. Bon. OK. Alors, Spartacus, c'est ça. Spartacus, c'est un outil qui sert à bien des choses, mais présentement, nous, ce sur quoi on va focaliser, c'est la stratégie d'entretien. Donc, je vous invite à aller dans la stratégie d'entretien. Là. Alors, depuis la page d'accueil, vous cliquez sur la grosse tuile stratégie d'entretien, ou bien vous allez sur le panneau de gauche, ici, stratégie d'entretien, tableau de bord. Vous allez sûrement arriver ici sur une page qui ressemble à ça. C'est une page qui va nous servir à bâtir notre hiérarchie d'équipement et également bâtir nos tâches d'entretien préventif. Ça va? J'espère que vous me suivez. Si vous avez de la difficulté, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, il y a un secteur que j'ai appelé secteur atelier PMO. On peut cliquer dessus. Et on a ici un équipement qui s'appelle le convoyeur exercice PMO sur lequel je vais cliquer. Alors, j'ai déjà fait un premier exercice de décomposition. Comme vous le voyez ici, on a une photo. On va zoomer sur cette photo. Parfait. Donc ça, c'est le convoyeur sur lequel on va travailler ensemble dans la prochaine heure. Un convoyeur de minerai de charbon. Et donc, on veut optimiser les préventifs là-dessus. J'ai disposé sur les tables des feuilles de préventifs existants dont vous allez vous servir dans quelques minutes. Donc, on va partir de ces préventifs existants et puis on va optimiser les préventifs. Pas sur le convoyeur au complet, je vous rassure. On va focaliser principalement sur le boîtier d'engrenage ensemble. Mais on va faire l'exercice ensemble dans l'outil Spartacus. Alors, comme je l'ai dit, la première chose à faire, c'est on prend un équipement et on le décompose en groupes fonctionnels. Si je zoome un petit peu, là, vous allez voir ici à gauche, j'ai commencé à décomposer les groupes fonctionnels. J'ai un groupe fonctionnel qui est l'entraînement. J'ai également un groupe fonctionnel qui est le convoyeur. J'ai créé un groupe fonctionnel électrique et un groupe fonctionnel pneumatique. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans cette décomposition-là, du moment que tout le monde s'entend dans l'équipe qui travaille sur ce projet d'optimisation que qu'est-ce qu'on va mettre dans l'électrique? Ça va être les panneaux, les MCC, les câbles électriques, etc. Okay? Good. Bon, comme j'ai dit, là, je veux essayer d'aller assez vite, donc on va vraiment focaliser sur l'entraînement. Ceux qui travaillent en même temps avec moi, ce que je vous recommande de faire, c'est remonter un petit peu là, ici, et à gauche, vous allez trouver un bouton qui est « Modifier la hiérarchie ».
Donc, vous allez modifier la hiérarchie. Et là, ça va nous ouvrir une petite fenêtre qui nous permet d'accéder à la hiérarchie de ce convoyeur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler dans la zone d'entraînement. Donc, ceux qui veulent participer avec moi, cliquez sur « Entraînement » ici. Et là, vous voyez donc sous l'entraînement, ce que j'ai créé, c'est un moteur et une clutch. En fait, on a le moteur électrique qui est ici, vous le voyez. Ici, on ne voit pas sous le garde, mais en fait, c'est une coupling fluide, donc c'est une clutch. Et il va nous manquer à créer le boîtier d'engrenage. Donc, ce que vous allez faire, c'est que je vais vous demander de rajouter un composant. Et vous allez l'appeler comme vous voulez, là, boîtier, engrenage ou gearbox. Puis, s'il vous plaît, rajoutez votre prénom ou votre nom ou vos initiales suite à ça. Parce que moi, je vais travailler dans le mien, mais vous, ce serait bien que vous travailliez dans le vôtre et qu'on ne soit pas tous en train de s'en mêler les pinceaux. Donc, juste boîtier d'engrenage Johan, je vais l'ajouter. Et puis, on va regarder s'il y a des gens qui veulent également le rajouter. OK, je pense qu'il fallait que je fasse ça. On va voir s'il y a des gens qui ont suivi. OK, il y en a quelques-uns. C'est bon, parfait, excellent, excellent. Donc, vous avez créé vos boîtiers d'engrenage, c'est excellent. Donc, s'il vous plaît, restez dans vos boîtiers d'engrenage. Allez pas jouer avec ceux des autres. Surtout, allez pas jouer avec le mien. C'est la dernière fois que j'ai fait ça. Il y a des gens qui sont venus jouer dans mon boîtier d'engrenage pendant que je faisais l'atelier, puis je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Fait que, il ne faut pas vous donner de mauvaises idées, là, mais bref, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille pendant cet exercice-là. Donc voilà, moi je vais jouer dans mon boîtier d'engrenage et puis on va travailler ensemble. Donc là, donc quand vous êtes au niveau de l'équipement, là, ceux qui veulent participer, vous cliquez sur votre boîtier d'engrenage et ensuite on va parler des modes de défaillance. Donc là, j'aimerais travailler avec vous. J'aimerais que vous me disiez, c'est quoi les modes de défaillance d'un boîtier d'engrenage? C'est quoi les modes de défaillance, notamment du boîtier d'engrenage que l'on voit ici? Quels sont les symptômes que vous identifieriez sur ce boîtier d'engrenage? Et là, je vous laisse la parole, et moi, je vais juste écrire. Surchauffe. Surchauffe, parfait. Fuite d'huile, j'ai entendu. Fuite. Fuite, plusieurs fois. Fuite. OK. Quoi d'autre? Vibration, très bien. Analyse d'huile, est-ce que c'est un mode de Je comprends ce que la personne a voulu dire. C'est toi, JF, qui a dit ça, hein? C'est sûr, c'est toi. Et trop sale. Sale. Sale, c'est bon, ça, hein? Non, mais sale, non, mais pour vrai, je trouve que c'est bon. Non, mais Jeff, ouais, huile contaminée, ça, je pense que c'est pas mal, ça, quand même. Huile contaminée, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Pardon? Un bruit excessif, j'aime ça. Bruit inhabituel, on va dire. OK. Ça sent le brûlé. On va voir. Je l'ai tué, là? Brûlé? Oui, brûlé. OK. J'ai entendu corrosion. Corrosion, fatigue, j'ai entendu. Fatigue, est-ce que j'ai fatigue? OK. Quoi d'autre? Tu ne l'as pas? OK, il faut que tu sortes de là. Mets-toi ici. Ouais. Va dans ton boîtier d'engrenage, c'est celui-là, et c'est ici que tu vas aller rajouter. C'est bon. Excusez, quoi d'autre? Bon, on a parlé d'huile contaminée. Est-ce qu'on peut avoir une huile, la mauvaise huile, par exemple? Ouais. OK. On n'est pas encore sûr comment est-ce qu'on va identifier ça, là, mais... donc, mauvaise huile, une huile qui est contaminée. Ben, vous avez dit surchauffe tantôt, là. Je pense que ça se rejoint, oui? Pardon? Pression trop élevée. OK, je vais le noter. Haute pression. OK? Les boulons sont desserrés. OK. Bon. OK.
pense que ça commence à être pas mal. C'est bon? Il y en a un peut-être que je pense, on a dit fuite, peut-être bas niveau d'huile. C'est quand même un qui est quand même assez fréquent, bas niveau d'huile. OK, je pense que c'est déjà un excellent départ. Merci beaucoup tout le monde, good job. C'est ça, on a commencé par lister les modes de défaillance. De ce qu'on a dit, je pense qu'il y en a qui sont un petit peu plus applicables que d'autres, mais pour l'instant, ce n'est pas la question. On va les garder comme tels, puis on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Ça va? Good. Bon. Je vais revenir à mon PowerPoint. Donc, on a décomposé le convoyeur et on a défini les modes de défaillance du boîtier d'engrenage seulement. Parfait. C'est quoi l'étape suivante? C'est ajouter les préventifs actuels. Donc, les préventifs actuels, ce sont des préventifs qu'on a déjà dans notre GMAO. Donc, il faut faire l'exercice d'aller sortir toutes les routes qu'on a dans nos GMAO et d'aller trouver les tâches qui sont applicables à ce boîtier d'engrenage. Il y a des choses qui sont importantes à identifier dans les préventifs, que ce soit les préventifs actuels ou les préventifs futurs, c'est des caractéristiques. Donc, on va parler d'avoir la fréquence. On va parler de trouver qui est le personnel qui est affecté à cette tâche-là. Quand est-ce qu'on fait cette tâche? Est-ce qu'on le fait en marche, en arrêt? Et également la durée du préventif. Alors, j'ai distribué des feuilles sur les tables. J'ai fait ça un petit peu de façon aléatoire, donc si vous n'en avez pas, essayez d'aller voir sur les autres tables s'il n'y en a pas des spares, mais j'aimerais que vous fassiez un exercice pendant 1 ou 2 minutes, s'il vous plaît. Vous pouvez le faire en groupe ou individuellement. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous identifiez toutes les tâches préventives qui s'appliquent au boîtier d'engrenage du convoyeur. Je répète, toutes les tâches préventives qui s'appliquent au boîtier d'engrenage du convoyeur. Ça s'appelle le convoyeur. Voilà, donc il y a plusieurs routes là-dedans, dans ces feuilles-là. Donc il faut aller identifier celles qui sont applicables. Je vous donne une petite minute, ça ne devrait quand même pas être bien compliqué. Puis pendant ce temps-là, je vais faire une autre petite opération. Alors déjà, une première chose qui est bien importante, c'est toujours de regarder qu'est-ce qu'on a en haut, dans l'intitulé des routes. Donc là, on a une tournée d'opérateurs qui se fait de façon hebdomadaire. Ça prend 1 heure à faire cette tournée-là et ça se fait en marche. Et on a identifié les tâches suivantes comme étant celles applicables sur le convoyeur. Ça va pour tout le monde? Vous avez vu ça? Parfait. Ensuite, on a une tournée des wheelers. On a bien le convoyeur. Ici, on nous dit fuite d'huile, niveau d'huile. Vous les avez identifiés? Parfait, excellent. Ensuite, on a une tournée des mécaniciens mensuels qui se fait en arrêt. Et là-dessus, j'ai un convoyeur ici. On me dit d'inspecter le réducteur. Et on me dit fuite d'huile réducteur, niveau d'huile réducteur. Et donc, il y a 3 tâches ici qui sont applicables. Ensuite, j'ai la tournée des wheelers numéro 2 qui se fait aux 6 mois en arrêt. Et on me dit de changer l'huile du convoyeur. Ça va pour tout le monde? C'était facile? C'était facile, OK. Mais l'affaire, c'est que dans la vraie vie, quand on fait un vrai exercice d'optimisation de PM, il faut faire cet exercice-là, de tout sortir les préventifs existants et d'aller identifier chacune de ces tâches-là. Donc, ça prend du temps, mais c'est le seul moyen qu'on a vraiment d'identifier quelles sont les tâches applicables à un équipement si on n'a pas un outil un petit peu comme on l'a vu avec Spartacus où tout est centralisé au niveau de l'équipement. Il y a peut-être des GMAO qui le font, mais moi, je les connais peut-être pas. Donc, on a fait ça. Alors, ces tâches-là, il faut qu'on les rentre ensuite dans l'outil Spartacus pour les optimiser. Je vais vous faire gagner du temps. Je l'ai fait déjà à l'avance. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré, au total, il y avait 5 tâches. On avait une tâche d'inspection objective d'une fuite d'huile et de niveau d'huile qui est faite en marche par les opérateurs à chaque 7 jours. J'ai assigné une durée d'environ 5 minutes à cette tâche-là, basée sur les feuilles et les durées qui me sont données dans les feuilles. Ensuite, j'avais encore fuite d'huile réducteur fait à l'arrêt par le wheeler à chaque 30 jours. Même chose, j'ai assigné un 5 minutes. J'avais encore fuite d'huile réducteur, niveau d'huile fait à l'arrêt par un mécanicien à chaque 30 jours. J'ai assigné un autre 5 minutes. Ensuite, on me disait inspecter le réducteur à l'arrêt mécanicien chaque 30 jours.
5 minutes. Et j'avais également un changement d'huile fait à l'arrêt par un huileur chaque 6 mois, et j'ai assigné une durée de 1 heure là-dessus. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les tâches qu'il y avait là-dedans, je les ai mis dans l'outil ici. C'est quoi votre première réaction quand vous voyez tout ça? Pardon? On va voir souvent s'il fuit, exactement, tu as raison. Donc on voit beaucoup de redondance. Est-ce que c'est correct, ça, d'avoir des différentes, enfin, les mêmes tâches, mais faites par différents métiers à différentes fréquences? Ça peut se justifier, mais c'est quand même pas l'idéal. Okay? Ce qu'on va essayer d'avoir, c'est une tâche qui répond à un ou plusieurs modes de défaillance et qu'on va l'assigner à un métier en particulier, à une fréquence donnée. Okay? Puis on va essayer de s'y tenir. Pourquoi? Parce qu'on veut essayer d'optimiser également nos ressources disponibles. Okay? Donc, de prime abord, là, il semble y avoir beaucoup de redondance. Moi, ici, quand je scrolle un peu en bas, là, il y a une tâche qui me chagrine un petit peu. Ce serait laquelle, selon vous? Le changement d'huile, pourquoi? Ouais. C'est quoi le problème avec ça, JF? L'huile est peut-être encore bien bonne. Absolument, absolument. Ouais, tu as raison, absolument. Donc, ouais, ça, c'est peut-être quelque chose à optimiser. Ça me choque un petit peu moins que la tâche qui est juste au-dessus. Inspecter réducteur à l'arrêt à chaque 30 jours. Moi, ça me choque un petit peu. Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient comprendre pourquoi? Comment? Parce qu'il est à l'arrêt. Il est à l'arrêt et... Exact, on ne voit pas tous les symptômes, tu as tout à fait raison, exact. Puis également, moi, ce que je trouve, c'est que c'est très subjectif. Inspecter un réducteur, moi, exact. Bon, ben moi, inspecter un réducteur, si je suis quelqu'un d'un petit peu fainéant, je vais aller inspecter le réducteur, il est là, parfait, je vais faire check, puis je vais m'en aller au suivant. Okay? Alors que quelqu'un qui a peut-être un petit peu plus de... comment je dirais, d'expérience et puis d'assiduité, va aller inspecter les boulons, va aller inspecter le niveau d'huile, va aller faire différentes choses. Okay? Pour moi, c'est une tâche qui est trop générique et qui apporte pas ou peu de valeur ajoutée en réalité. Ça va? Donc, on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ces différentes tâches. On va prendre des décisions ensemble. Mais pour l'instant, je vais revenir sur mon PowerPoint pendant juste quelques minutes. Ah oui, associer les tâches au mode de défaillance défini. Oui. On l'arrête souvent, mais c'est vrai. Mm-hmm. Mm-hmm. Un excellent point, tout à fait. Fait que ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Excellent point, merci beaucoup. Ben, surtout pour regarder des fuites d'huile ou des niveaux d'huile, c'est quelque chose qui peut être fait en marche. Oui? Tu n'as pas le temps de te rendre. OK. On va dire que c'est juste le temps d'exécuter cette tâche-là. On ne parle pas vraiment du temps de marcher, de se rendre là. Pour moi, le 5 minutes, là, que je considère, c'est je suis déjà présent sur place. Moi, regarder un niveau d'huile pendant 5 minutes, je trouve déjà que c'est très long. Je ne sais pas si tu as déjà regardé quelque chose pendant 5 minutes figé, là, ça peut être très long. Mais c'est une excellente précision. Je veux juste préciser que c'est le temps qu'on est rendu sur place et on le fait. Comment? Exactement, exactement. Ça peut être long. On va parler du temps un petit peu plus tard. Mais merci beaucoup pour la précision. Alors, présentement, là, ce que je n'ai pas fait, c'est que je n'ai pas encore assigné des modes de défaillance à ces tâches-là. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Je vais prendre la première tâche ici, fuite d'huile réducteur, niveau d'huile. Selon vous, ça l'adresse quel mode de défaillance dans notre liste ici? Bas niveau d'huile et fuite.
Okay, on avait défini fuite et bas niveau d'huile ensemble tout à l'heure. Donc moi, je vais assigner ces deux modes de défaillance à cette tâche-là. Ça va pour tout le monde? Facile, facile. OK. Bon, alors évidemment, le problème, c'est que la suivante, c'est exactement les mêmes modes de défaillance. Je ne sais pas si oui, je suis capable de les réutiliser. OK, on va les réutiliser pour les tâches suivantes. Là aussi, c'est la même chose. Fuite d'huile, niveau d'huile. On va réassigner pareil. Fuite et bas niveau d'huile. Parfait. On arrive à celui qui, moi, me pose problème. Inspecter réducteur. Selon vous, on adresse quel mode de défaillance avec inspecter réducteur? On est à l'arrêt. Hein? La surchauffe à l'arrêt, ça risque de ne pas fonctionner. Comment? On parlait de... Ah oui, excuse-moi, je l'ai comme refait. J'ai oublié la corrosion. Bien vu. La saleté. Ouais, voilà, vous avez raison. Je savais qu'il m'en manquait. J'ai dû les refaire. Sale. Voilà. Bon, vous me dites, on peut voir la corrosion, on peut voir la saleté en arrêt. Je suis d'accord avec vous. Mais je suis comme tenté, en fait, de dire que cette tâche-là, elle les adresse tous et elle n'en adresse aucun en même temps parce que c'est trop subjectif. Ça me dit, inspecter réducteur, ça ne précise pas exactement qu'est-ce que je dois aller inspecter. Alors là, je vais être un petit peu tatillon, puis je vais dire, non, finalement, je dis que cette tâche-là, elle adresse absolument rien. Elle n'adresse aucun mode de défaillance. Puis on va voir qu'est-ce qu'on fait après avec cette tâche-là. Puis enfin, j'ai changement d'huile. Qu'est-ce que ça l'adresse, le changement d'huile, comme mode de défaillance? Huile contaminée, exact. Brûlée, tu dis? Allez, je vais te le donner, celui-là, OK. C'est correct. C'est bon? À peu près ça, hein? OK? All right. On va sauvegarder ça. Parfait. Fait que ça, c'est notre base de travail. Fait que, présentement, il y a certains modes de défaillance qui sont adressés par les tâches d'entretien. Il y a beaucoup de modes de défaillance qui sont adressés plusieurs fois par plusieurs tâches à différents moments et probablement pas les moments les plus optimums. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, on va le découvrir ensemble à partir de maintenant. Bon. Élimination, optimisation. Donc, il y a une étape, je vais juste revenir en arrière, élimination et optimisation. Donc, durant cette étape, on va décider qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on enlève. Je vais vous montrer quelques questions qu'on se pose pour décider est-ce qu'on garde une tâche et on l'optimise par la suite, ou bien on l'élimine d'ores et déjà. Est-ce que cette tâche s'applique à cette machine? Ça se peut que vous allez trouver dans des préventifs que vous avez ou dans vos usines existantes des tâches qui ne s'appliquent pas aux machines en question. Pourquoi? Parce que vous avez eu des copier-coller d'autres équipements que vous avez mis dans des fichiers Word, Excel ou peu importe, ou vous avez eu des changements, ou vous avez des gens qui ont fait des choses qui n'étaient pas correctes, mais ça se peut que, en tout cas, moi j'en ai vu très souvent, des tâches qui ne s'appliquent pas du tout aux machines en question. Est-ce que la tâche réduit les risques de défaillance? Moi, quand je vois inspecter réducteur, selon moi, ça ne réduit pas les risques de défaillance parce que c'est trop subjectif, c'est trop vague. Quelle est la fréquence de cette tâche? Y a-t-il redondance? On en a vu un exemple parfait avec ces préventifs-là, beaucoup de redondance. Il y a quelques années, je suis allé dans une usine où les courroies de transmission étaient inspectées à peu près, j'hésite, entre 300 et 600 fois. Pourquoi? Parce qu'il y avait les opérateurs qui regardaient avec une lumière stroboscopique. Les mécaniciens faisaient la même chose. Les mécaniciens démontaient les courroies ou démontaient les gardes pour inspecter les courroies à chaque mois, à chaque arrêt, etc. etc. Donc il y avait plusieurs centaines d'occurrences de la même tâche. Donc beaucoup de redondance. On veut éviter ça. Est-ce que la valeur est supérieure au coût? Est-ce qu'on remplace un équipement, on remplace des courroies à chaque fois? Okay. Donc, des questions à se poser. Est-ce que cette tâche a été copiée d'un équipement critique? Des fois, ce qu'on va voir, c'est qu'on dit on fait de la vibration à toutes les 2 semaines sur tous nos équipements rotatifs. Oui, mais ça dépend aussi de la criticité des équipements. Donc, il y a des équipements qui sont extrêmement critiques, qui nécessitent qu'on fasse de la vibration à chaque 2 semaines, d'autres qui nécessitent qu'on y aille plus
avec une fréquence qui est plus éloignée. Et enfin, est-ce qu'une modification éliminerait le risque? Est-ce que je peux enlever un garde? Est-ce que je peux installer des indicateurs de niveau externes, etc., etc. Donc, éliminerait le risque de manquer un mode de défaillance. Okay? Donc, souvent, moi, je vois beaucoup de redondance dans les préventifs que je vois, et également, juste au-dessus, beaucoup trop de subjectivité. Si je fais juste un mot sur la détectabilité des défaillances, globalement, on peut scinder ça en deux. Il y a les défaillances qui arrivent de façon soudaine et il y a les défaillances qui arrivent de façon graduelle. Les défaillances soudaines, on va avoir un temps entre les défaillances qui va être constant ou un temps entre les défaillances qui est non constant. Généralement, ce temps-là est non constant, mais c'est une autre discussion. Quand on a un temps entre les défaillances qui est constant, ben, on va remplacer avant la défaillance. Ça paraît tout à fait logique. Si c'est non constant, ben, il n'y a rien qu'on puisse faire, à part avoir des spares de disponibles pour pouvoir aller remplacer quand il faut. Si on a des détériorations graduelles, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspecter ou surveiller la condition à différents intervalles. Okay? Ça va pour ça? Excellent. Détérioration graduelle, vous avez probablement vu déjà cette courbe PF probablement durant cette conférence ou ailleurs. Donc, on va regarder, dépendamment des modes de défaillance et des indications, des symptômes, combien de temps avant est-ce que ça brise. Donc, il y a différents domaines, le domaine réactif, le domaine préventif, prédictif, etc. C'est sûr que tout à l'heure, quand il y a quelqu'un qui a dit ça sent le brûlé, il y a de la fumée, ben là, on est probablement très proche de la défaillance. Donc, est-ce que bâtir une tâche d'entretien qui dit « allez voir si ça sent le brûlé », est-ce que ce serait une bonne tâche d'entretien préventif, selon vous? Non. Peu de chances qu'on va catcher des problèmes, c'est certain, mais déjà beaucoup trop tard. Donc, on va essayer d'avoir les tâches qu'on va définir, on va essayer de les avoir le plus loin possible de la défaillance. Okay? On reviendra sur le domaine proactif un petit peu plus tard dans cette présentation. Donc, on va supprimer et documenter les tâches applicables dans mon Spartacus. On va y aller tout de suite. Je vais aller ici, puis on va décider ensemble qu'est-ce qu'on fait avec ces tâches-là. Donc, là, on a vu qu'on avait 3 fois la tâche fuite d'huile, niveau d'huile. Est-ce que ce serait logique de dire qu'on en supprime 2 sur les 3? Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord? OK. Généralement, je préfère garder celle qui est faite la plus fréquemment. Ça tombe bien, on en a une tâche opérateur à chaque 7 jours. Moi, j'aime bien ça. Je trouve que c'est intéressant de garder cette tâche-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici. Je vais optimiser ma tâche. Je vais simplement l'optimiser. Ce que ça fait ici, là, dans mon logiciel, c'est que ça la garde en mémoire, puis ça crée un doublon. Ensuite, je vais supprimer les autres. Je vais faire ma PMO et je vais canceller les tâches. Quand je cancelle mes tâches, moi, ce que j'aime bien, c'est écrire un commentaire, c'est dire redondant. Parce que ça, ce que ça me permet de dire, c'est, si je reviens dans 1 an, pourquoi est-ce qu'on a changé cette tâche-là? Ben, c'est parce qu'elle était redondante avec une autre. Et je vais faire la même chose avec celle-ci qui est là. Yes, PMO, cancel, et je vais écrire redondant. Parfait. Excellent. Donc là, on se retrouve avec ces 3 tâches-là. La grise, c'est celle qu'on a dit qu'on va garder et optimiser. On a son redondant qui est ici. Et on a les 2 rouges qu'on a supprimés. Inspecter le réducteur à l'arrêt sans aucun mode de défaillance. Qu'est-ce que je fais selon vous? Je garde ou j'annule ça? Je garde ou j'optimise ou j'annule? J'annule, c'est nul, ça vaut rien. Ça vaut rien, c'est juste inspecter le réducteur. Selon moi, on cancelle ça, pas de valeur ajoutée. OK? Pas de valeur ajoutée. Puis ensuite, on a le changement d'huile, ma dernière tâche. Celle-là, on peut l'optimiser. Je suis sûr qu'il y a quelque chose de mieux à faire. Ça va? On va l'optimiser. Je m'excuse, je vais peut-être un peu vite, là, mais c'est ça. Fait qu'on se retrouve avec les 2 tâches qui sont en haut, les fuites d'huile et le changement d'huile. Est-ce que, présentement, c'est les meilleures tâches qui sont faites au meilleur moment par les bonnes personnes? Pas nécessairement. Okay?
il y a sûrement des choses un petit peu mieux qu'on peut faire. Donc on va le faire ensemble. Avant qu'on le fasse ensemble, je veux juste parler un peu sur les meilleures pratiques d'optimisation. Donc je vais revenir dans mon PowerPoint ici. Et puis, on va regarder quelques choses. Donc, existe-t-il une meilleure tâche? Ben, par exemple, si on parle de changement d'huile, ce serait quoi une meilleure tâche que le changement d'huile? L'analyse d'huile. Pourquoi? Exactement. Exactement. Donc, on est en temps réel, on sait comment l'huile se comporte. Il y a aussi un excellent avantage à prendre un échantillon d'huile plutôt qu'à changer l'huile. C'est quoi? On n'arrête pas la machine, exactement. Puis oui, tu as raison, le coût également, le coût de changement d'huile, dépendamment de la quantité qu'il y a, du réservoir, ça peut coûter très cher. Donc oui, effectivement, le genre de tâche comme changement d'huile, une meilleure tâche, ce serait prendre un échantillon et prendre action au besoin. Est-ce que d'autres personnes peuvent exécuter cette tâche? Alors, mettons des niveaux d'huile. C'est qui la meilleure personne pour inspecter un niveau d'huile? Un opérateur. OK. Pourquoi? Il est présent tout le temps? Exact. Il est là à chaque jour. OK. Évidemment, c'est ça qu'on veut le plus possible. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est toujours quelque chose qu'on peut faire? Donner ça aux opérateurs? Non. Ça dépend de bien des facteurs. Ça dépend principalement là, du syndicat et puis de la convention collective, qui fait quoi, etc. Donc, c'est certain que c'est à discuter, mais effectivement, on va essayer toujours de trouver la bonne personne pour exécuter la bonne tâche. Est-ce qu'on fait en fonctionnement ou en arrêt également? Qu'est-ce qu'on va essayer de privilégier? En fonctionnement, bien entendu. Bien entendu. Donc c'est pour ça que quand on disait on enlève le changement d'huile, ben, on va le remplacer par un échantillonnage qui se fait en marche. Pas besoin d'arrêter l'équipement pour cela. Tu sais, je veux dire, puis après, il y a des choses que si on ne peut pas adresser un mode de défaillance en marche, qu'on est obligé d'arrêter l'équipement, ben, c'est ça qui est ça. Je veux dire, s'il n'y a pas d'autre option, s'il n'y a pas d'autre moyen possible, ben, on va être obligé d'arrêter l'équipement. Puis, on reviendra sur cette question, tu sais, est-ce qu'on préfère ne pas arrêter l'équipement et puis laisser passer un mode de défaillance, quitte à augmenter le risque de défaillance, ou bien le contraire? En tout cas, on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Quel est le matériel requis pour accomplir cette tâche? Est-ce que j'ai besoin d'outils spéciaux? Est-ce que j'ai besoin de cadenassage? Est-ce que j'ai besoin d'un lubrifiant? Si oui, c'est quoi le lubrifiant? Je ne sais pas si vous avez vu dans les PM existants, est-ce que vous avez vu mention d'un lubrifiant, d'une quantité? Non, ce n'était pas indiqué. Donc c'est quand même bien important d'avoir cette information-là. Okay? Si je dois prendre des mesures de température, c'est bien. Mais c'est quoi ma limite minimale, ma limite maximale? C'est quoi que je dois viser? OK? Parfait. Comment rendre la tâche plus facile? Est-ce qu'il y a des indicateurs visuels qui peuvent m'aider à rendre ma tâche plus facile, plus efficace? Je vais vous donner quelques exemples dans une minute. Et également, la question qui tue, c'est quoi la meilleure fréquence? Est-ce qu'il y en a qui savent comment on détermine la meilleure fréquence pour une tâche d'inspection de niveau? Tout le monde se regarde. C'est ça, il y a plusieurs méthodes. On va beaucoup se baser sur de l'historique d'équipement, l'expérience des mécaniciens. Effectivement, c'est probablement la question la plus difficile à répondre, c'est quoi la meilleure fréquence? Donc, il y a des choses qui peuvent être faites sur des analyses. Mais combien de fois est-ce que je suis passé pour regarder le niveau d'huile? Et puis, combien de fois est-ce que j'ai détecté que le niveau d'huile était bas? Et puis, en fonction de cette réponse, on va décider, est-ce que je raccourcis ma fréquence d'inspection ou, au contraire, je la rallonge, me sauver du temps de cette façon-là. Okay?
Donc, comment rendre la tâche plus facile? C'est avec des indicateurs visuels. Donc, on va mettre des dispositifs de protection, des systèmes de graissage, des rallonges pour graisser, par exemple. On va mettre des gardes, on va mettre ou des carters, on va mettre des codes de couleur, de la boulonnerie, on va mettre du marquage, là, du torque seal pour inspecter le serrage des boulons, etc., etc. On peut utiliser des lumières stroboscopiques aussi, ça se fait beaucoup, là, pour tout ce qui est courroie, tout ce qui est coupling. Donc, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser pour rendre les tâches plus faciles et également faire des tâches en marche et non en arrêt. Okay? Donc, quelques exemples ici, donc, avec des jauges de couleur, avec du torque seal, des petits capuchons là, pour tout ce qui est zone de graissage, etc. etc. Oui. Donc, juste quelques exemples comme ça qui sont quand même assez straightforward. Ça va pour tout le monde? Excellent. Good. OK. On va optimiser les tâches restantes dans notre convoyeur ici. Je vais retourner dans mon Spartacus. Alors là, fuite d'huile, réducteur, niveau d'huile. Qu'est-ce que je peux faire de mieux selon vous quand vous voyez cette tâche qui est faite à chaque 7 jours par des opérateurs? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux avec ça? Je vous laisse me dire. Ouais. Ouais, pas mal ça. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Pour l'instant, ce que j'aimerais, c'est qu'on focalise sur ces deux modes de défaillance, bas niveau d'huile et fuite. Ensuite, on va focaliser sur les modes de défaillance qu'on ne couvre pas encore. Mais je garde ça en tête. Merci beaucoup. Bon, est-ce que le métier est le bon? Donnez ça à des opérateurs. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord, parfait. Est-ce qu'on le fait en marche? Tout le monde est content? Absolument. 7 jours. C'est-tu bon? C'est pas bon? C'est trop? Pas assez? Comment? À tous les jours? Moi, ça ne me dérangerait pas de mettre ça à tous les jours. Il y a bien des places où vous avez ça qui est fait à chaque shift, même inspecter le niveau d'huile. Pourquoi? Parce que si vous commencez à avoir une fuite d'huile qui est assez importante, ça peut avoir un effet dramatique. Donc, pourquoi ne pas y aller à tous les jours? Les opérateurs sont là. Moi, je n'ai pas d'objection à ce qu'on dise qu'on y va à tous les jours. OK? Ça va? Good. Excellent. Excellent, excellent. On y va à chaque jour. 5 minutes pour inspecter un niveau d'huile. Bon, c'est peut-être un petit peu intense, là. Allez, on va y aller à 2 minutes. Couper en deux. 2 minutes, ça va? Parfait. Excellent. Donc ça, je vais sauvegarder cette tâche-là. On va considérer qu'elle est finie. Oui? OK. Ouais. OK, donc on a dit suintage sur l'équipement. On a dit... Qu'est-ce que tu as dit d'autre? Excuse-moi. Vérifier présence d'huile au plancher. Mm-hmm. Le niveau d'huile. Excellent. Puis, comment tu vérifies le niveau d'huile? Exact. Super. Fait que ça vaudrait peut-être aussi le coup de rajouter une photo. De mettre on pourrait uploader une photo. Je vais essayer d'en trouver une d'un indicateur visuel. On va voir. On va essayer de trouver une photo qui s'applique le plus possible. OK, on va prendre ça. Allez, admettons.
Télécharger. Et voilà. J'ai mis un indicateur visuel ici. Ce n'est pas la bonne photo, mais on a compris l'idée. Donc, on va mettre un indicateur visuel. Super bon, j'aime ça, merci. Est-ce que tout le monde ici a des tâches d'inspection préventive avec des photos et des indicateurs visuels sur qu'est-ce qu'il faut regarder? Tout le monde? Super, excellent. Ça, ben, c'est ça. Ça, je trouve que là, on a quelque chose qui a vraiment de l'allure. Merci beaucoup pour ça. Bon, ensuite, changement d'huile. Comment est-ce qu'on optimise ça, on a dit? On fait une analyse d'huile. Donc là, je vais changer le type de tâche. Je vais dire que c'est du suivi de conditions de machine, analyse des fluides. Qui c'est qui va... Donc, un échantillon d'huile, c'est qui le prend? Le wheeler, OK. Tout le monde est d'accord avec ça? Parfait, on va y aller avec le wheeler, OK. Il fait ça en marche ou en arrêt? Il fait ça en marche. OK. Ça lui prend combien de temps de prendre un échantillon d'huile? 3 minutes? 5 minutes? Ouais, 5 minutes, c'est quand même pas mal, ça. Ben, exact. Donc ça aussi, c'est un excellent point. Quand on fait ce genre d'exercice, on se rend compte, est-ce qu'on a la tige d'échantillonnage avec la prise Minimès? Est-ce qu'on a des gens qui sont formés pour aller prendre des échantillons? Okay? Donc, toutes ces choses-là, généralement, en fait, ce que je fais, c'est que je les liste dans un parking lot à côté. Voilà toutes les choses qu'il faut mettre en place pour arriver à exécuter ça. Et s'il faut commander des prises d'échantillonnage pour aller les installer, ben, on va également créer un bon travail pour faire ça. Ça va pour tout le monde? Good. Donc, 5 minutes. Quelle fréquence on prend un échantillon d'huile? 3 mois? Donc, bon, j'entends que ça dépend. Ça dépend de quoi? Contexte opérationnel, criticité, absolument. Si c'est un réservoir qui est dans un endroit qui est fortement contaminé, on a des raisons d'aller l'échantillonner plus fréquemment. Si c'est un équipement qui est hautement critique, on va y aller plus fréquemment. Donc, c'est vrai que généralement, 3 mois, c'est quand même une bonne fréquence de base. Gardons-le ici, mais c'est certain qu'il y a bien des endroits où j'ai vu des échantillonnages qui sont faits à la semaine ou aux 2 semaines parce qu'on a des équipements qui sont hautement critiques dans des environnements hautement poussiéreux ou très chauds. OK, 90 jours, c'est bon. Fait que là, ici, au niveau de la description, on va dire échantillonner l'huile et envoyer au laboratoire. Ça va, ça? C'est bon? OK, super. Même chose, là. Si on a besoin de prendre une photo, identifier où se trouve le point d'échantillonnage, on va le faire. Si on a besoin de joindre des instructions sur comment prendre un échantillon, on va le faire. On va joindre ces affaires-là. Ça va? Excellent. Parfait. Super. Bon. Donc là, rendu là, ce qui est très bien, c'est on avait 5 tâches sur nos préventifs d'origine. On se retrouve avec seulement 2 tâches qu'on a optimisées. Une tâche d'échantillonnage d'huile et une tâche d'inspection visuelle pour laquelle on a inclus pas mal de détails. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires à date? Oui? Ouais. Ici, j'ai mis, la question était, est-ce que je dois rajouter une pièce jointe manuellement dans mon outil? Oui, absolument. Il y avait une autre question ici, oui? Là, on a pris notre échantillon, on l'envoie au laboratoire, le rapport revient et contaminé. On la change? On la change sur un EPF ou un correctif? Ben, c'est sur un correctif. C'est bon. Mais ça, est-ce que tu penses que je devrais le préciser dans ma tâche? Non? Ça fait 5 ans qu'on prend des échantillons d'huile à la fréquence donnée. Et à chaque fois,
pourrais. Cela dit, est-ce que tu veux l'inclure dans tes préventifs? Mhm. Hmm. OK. Je comprends. Moi, je suis pas sûr d'être en accord sur le fait de l'inclure dans ici. Mhm. Ah, je comprends. Mhm. Hmm. Ben, hmm. Ouais. Moi, c'est bon, ça. Excellent. Non, ben, OK, je vais essayer de synthétiser qu'est-ce qui a été dit. Selon moi, on devrait vraiment dissocier le fait d'échantillonner, puis la décision ensuite, ou plutôt l'analyse en continu qu'on fait sur est-ce que ça vaut le coup de changer ou pas. Selon moi, il faut garder les tâches, il faut bien séparer les tâches qui sont exécutées par les gens de plancher, donc les wheelers, les mécaniciens, qui eux sont chargés de prendre des échantillons. Il faut le séparer du travail après des fiabilistes, des planificateurs, des gens de maintenance qui vont analyser les résultats et baser sur les résultats. Et surtout, quand on regarde de l'analyse d'huile, c'est des tendances. Basées sur les tendances, prendre des décisions en conséquence. Je pense que si on se rajoute un PM pour dire à tous les 3 mois, regardez l'évolution de ça, je pense probablement qu'on surcharge un peu le GMAO d'une tâche en fait qui devrait être intrinsèque à ce que font les fiabilistes. C'est ma vision. Je ne suis pas en désaccord avec ce que tu dis, mais je pense que la conversation était quand même vraiment intéressante. Ça va, tout le monde? Excellent. Super. Bon, alors, où est-ce que j'en étais? J'en étais à donc, la partie optimisation des tâches restantes est faite. Maintenant, là, il y a quelque chose qui se passe, c'est que il nous reste des modes de défaillance. Il y avait des modes de défaillance qu'on a identifiés tous ensemble au début là, et qu'on n'en a pas encore parlé. Et qu'il y a une question qu'il faut qu'on se pose, c'est quoi le risque associé à ces modes de défaillance-là? Alors, c'est un petit peu petit, je m'excuse pour ça. Certains d'entre vous ont sûrement dans leurs organisations des matrices qui ressemblent à ça. Ça, c'est une matrice qui est très générique. C'est-tu générique? Je pense que j'avais bâti ça avec une usine il y a quelques années, où on regardait, on se disait, si je n'adresse pas un mode de défaillance, qu'est-ce qui peut arriver? Donc, il y a un mode de défaillance, par exemple, là, que j'ai en tête, qu'on ne couvre pas pour l'instant, c'est surchauffe. Si mon boîtier d'engrenage surchauffe, quel est l'impact en termes de sévérité? Donc, c'est l'axe vertical. Donc, si ça surchauffe, est-ce que, ultimement, je peux avoir un bris de 10 minutes d'arrêt et moins? Ce serait niveau 1. Un bris qui va me causer entre 10 et 60 minutes d'arrêt ou un plan d'urgence, ce serait niveau 2. Ou bien, ça va me causer au-delà de
d'1 heure d'arrêt de production. Et là, ce serait une sévérité de 3. Okay, donc, remémorez-vous, donc, j'ai une surchauffe sur mon boîtier d'engrenage. Mon boîtier d'engrenage, c'est ce qui entraîne mon convoyeur principal de minerai. Si jamais ça surchauffe et que le boîtier d'engrenage brise, quel est le niveau de sévérité qui va arriver? On va se poser la question dans 1 minute. Même chose, on va regarder sur l'axe horizontal la probabilité que ça l'arrive. Est-ce que ça surchauffe? Est-ce que j'ai des historiques de surchauffe de ce boîtier d'engrenage en dedans de 6 mois, entre 1 et 6 mois, ou moins d'1 mois? OK? Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Puis en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier la sévérité par la probabilité pour définir un risque au niveau de chaque mode de défaillance. Okay? Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si le risque il est plus élevé que 3, 4 ou 6, on va rajouter un PM, si c'est quelque chose qu'on peut détecter, bien entendu. Sinon, on va décider que c'est run to fail. Donc ça va dépendre ensuite du type d'organisation. Il y a une organisation avec laquelle j'ai travaillé il y a quelques années qui ont décidé qu'eux, ils allaient adresser seulement les 6 et plus. Okay? Donc les modes de défaillance pour lesquels ils sont capables de détecter en avance, pour lesquels le risque est de 6 ou plus. Ça peut paraître risqué, mais il y a des organisations pour lesquelles déjà adresser ces modes de défaillance-là, c'est couvrir un gros 80% des défaillances qui leur pendent au nez. Okay? Donc avant de se lancer, de dire on adresse toutes, même ceux qui coïncident au risque minimal, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va se focaliser sur ce qui est le plus important. Ça va? Donc on va regarder comment est-ce qu'on peut mettre ça en place, essayer de vous rappeler un petit peu la matrice. Puis là, on est dans... Je pense que c'était dans une usine alimentaire. Donc on s'entend que le volet alimentaire versus le volet minier, on se rappelle qu'on est dans une mine, on a un convoyeur de minerai. On ne parle pas d'arrêt de 10 minutes et moins, on parle probablement d'arrêt entre 1 heure à quelques heures. Okay? Donc probablement que les ordres de grandeur que j'ai listés ici sont différents dans cet exemple-là. Mais globalement, il faut le voir comme étant des niveaux de sévérité acceptables, inacceptables ou complètement fous, etc. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir ici dans mon outil. Puis ceux qui veulent faire l'exercice avec moi, il y a une petite calculatrice ici sous les modes de défaillance. Vous pouvez ouvrir ça. Puis, on voit ici à gauche la liste de tous les modes de défaillance. Donc, ce sont tous ceux qu'on a définis ensemble tout à l'heure. Et vous voyez que pour chacun des modes de défaillance, je peux assigner une sévérité ou une probabilité. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je multiplie sévérité fois occurrence pour obtenir mon risque. Ici, j'ai une colonne qui me dit « check, j'ai couvert ça avant mon exercice de PMO », « check, j'ai couvert ça après mon exercice de PMO ». On voit qu'on a déjà certains modes de défaillance que l'on couvrait avant, mais il y en a beaucoup qu'on ne couvre pas. Fait que là, présentement, ce que j'aimerais juste, c'est qu'on se focalise sur les modes de défaillance qu'on ne couvre pas aujourd'hui. Donc la question, je vous la repose maintenant à vous. Si jamais le boîtier d'engrenage surchauffe et que je n'ai aucune tâche pour aller détecter la surchauffe, qu'est-ce qui peut arriver ultimement? Est-ce qu'on parle d'une sévérité de 1, 2 ou 3? Oui? Tu as une question? 1, 2, 3. Exact. Donc, selon vous, si un boîtier d'engrenage surchauffe, on peut se rendre à quel niveau de sévérité? 3. Pourquoi? Exact. Donc, boîtier d'engrenage qui surchauffe, peu importe la raison, ça peut manquer d'huile, il peut y avoir un bearing qui est en train de brûler, peu importe. Ben, ultimement, ça va faire en sorte que le boîtier d'engrenage va s'arrêter. S'il s'arrête, le convoyeur s'arrête. Puis moi, je connais le contexte opératoire de la mine dans laquelle j'ai pris cette photo. Si ça s'arrête, la production s'arrête au complet. Okay? Et ça va prendre plusieurs heures avant de reprendre. D'accord? Donc, je vous donne un petit peu plus de contexte, mais moi, selon moi, ça nous amène à un 3 en termes de sévérité. Puis ensuite, ben, c'est l'occurrence, la probabilité que ça l'arrive. Puis ça, c'est plus... Globalement, là, c'est plus sur l'expérience des mécaniciens. Okay? Présentement, je vais le garder à un 1. Et puis on va jouer un petit peu avec ces chiffres-là durant l'exercice. Et puis ensuite, on va décider de qu'est-ce qu'on fait. Vibration, selon vous, ça peut amener à quel type de sévérité? 1, 2 ou 3?
Absolument. Bon, là, on se dit, si jamais le boîtier d'engrenage, il vibre, ultimement, ça peut amener à quelles conséquences? Moi, je pense que ça va l'amener à un niveau 3, exactement comme la surchauffe. Es-tu d'accord avec ça? OK, excellent. Des objections? Non? On va mettre un 3 en vibration. En termes d'occurrence, on va mettre un 2 ici, juste pour le fun. Okay, on va mettre un 2. Oh, 3. 3 et 2. Donc ça me donne un risque de 6. Là, il est monté en rouge ici. Bruit inhabituel, ça peut-tu amener à une défaillance catastrophique? Oui, on va mettre un 3. Ça l'arrive-tu fréquemment? Non, on va le laisser à 1. OK. Il y a un monsieur qui a parlé de haute pression tout à l'heure du boîtier d'engrenage. Ça peut-tu amener une défaillance catastrophique? Je ne sais plus c'était qui. C'était vous, hein, c'est ça? Ouais, on ne sait pas. Surchauffe. OK. OK, c'est peut-être un petit peu redondant par rapport à d'autres, là. OK. Bon, dans le doute, on va le laisser à 3, OK? C'est bon? OK. Puis je vais mettre un 1 en termes de probabilité, c'est bon? 3, 1, parfait. Celui-là, il est couvert, celui-là, il est couvert. Mauvaise huile, ça peut-tu emmener une défaillance catastrophique? Absolument. Absolument, une mauvaise huile peut amener une défaillance catastrophique. C'est quoi la probabilité que ça l'arrive? Qui c'est qui mélange les huiles ici? Hein? Ça peut arriver quand même assez souvent. Ça arrive assez souvent. Mauvaise huile. Mais celui-là, dans le fond, là, ce mode de défaillance-là, il représente un risque quand même très élevé, mais il y a un moyen qu'on a déjà mis en place pour le capter, celui-là, c'est quoi? L'analyse, exactement. Fait que, ce qu'on va faire, c'est juste que celui-là, on va le réattacher à l'analyse d'huile. Bon, boulon desserré, ça peut amener à quel niveau de sévérité? 3. Ça l'arrive-tu souvent? Non. OK, on va le laisser à 1. Corrosion, ça peut-tu nous amener une défaillance catastrophique? Non. Pas dans l'immédiat, exact. Ça l'arrive-tu souvent? Non. Ça dépend des environnements. Là, beaucoup d'humidité, beaucoup de produits abrasifs, oui. Là, on est dans un domaine minier. Je vous dirais que la corrosion, c'était quand même assez faible. OK, je vais mettre 1 et 2 là, pour le fun. La saleté, est-ce que ça peut amener une défaillance catastrophique? Ça peut amener à de la surchauffe, ultimement, hein, sur un boîtier d'engrenage. Peut l'amener. On va mettre un 2, là, dans le doute. On va le mettre au milieu. Probabilité que ça l'arrive. Tout le monde ici travaille dans des endroits qui sont très propres, n'est-ce pas? Ouais. Saleté, c'est probablement ce qu'on voit le plus souvent partout. OK? 2, 3. Parfait. Fait que ça, c'est excellent parce que, vous voyez, ça nous donne un peu une idée de où se situe le risque aujourd'hui. C'est quoi les modes de défaillance qu'on ne couvre pas aujourd'hui? Puis ça représente quel risque de ne pas le faire. Donc là, évidemment, qu'est-ce qu'il nous manque à faire? Il nous manque à adresser ces modes de défaillance-là. On le fait? OK. On va commencer par surchauffe. Je vais sélectionner le mode de défaillance surchauffe. Selon vous, comment on devrait adresser le mode de défaillance surchauffe? Avec de la thermographie? OK. Très bien. Donc comment on fait ça? Comment on fait ça, JF? T'achètes un gun, t'achètes un gun. Oh là là. Oh là là. OK. Là, on a ouvert une grosse parenthèse, là, je sens. OK. C'est quoi le meilleur moyen de détecter une augmentation de température sur un boîtier d'engrenage? Peut y avoir des capteurs permanents avec des alarmes, absolument. On peut utiliser, comme tu l'as dit, Jeff, une caméra thermique. On peut utiliser un gun aussi au laser, OK, mais le problème du gun au laser, c'est que ça va être juste sur un point en particulier. Okay? Ça ne donne pas une vision d'ensemble. Okay? C'est sûr qu'il faut toujours regarder c'est quoi la criticité de l'équipement. Quel est le niveau de risque? Est-ce que c'est acceptable, inacceptable, etc. Là, on a vu qu'on avait quand même un risque qui était
un peu élevé, mais relativement modéré quand même. Fait que je pense que la proposition d'aller avec une caméra thermique qui nous donne l'ensemble du champ thermique du boîtier d'engrenage, je pense que ça serait une bonne chose. OK? Donc, on va y aller avec une tâche de suivi de conditions de machine, thermographie. On fait ça en marche ou en arrêt? On fait ça en marche. Qui fait ça? Qui fait des routes de thermo pour des équipements mécaniques, rotatifs, procédés? Un mécanicien? On donne ça à un mécanicien? Tout le monde est d'accord? Moi, je trouve que c'est une bonne idée, ça. Un mécanicien. Excellent. Quoi le temps que ça prend pour passer le convoyeur avec la caméra? Ça prend-tu 5 minutes? Un peu moins quand même. 5 minutes, c'est long, ça. C'est long, 5 minutes. 2 minutes, c'est bien en masse pour ça. Ce qu'on fait avec une caméra thermique, c'est qu'on se balade, puis on regarde, et puis on regarde surtout ce qu'on va regarder, c'est les différences de température entre l'input shaft, l'output shaft, le haut, le bas, où est-ce que j'ai l'huile, etc. Donc, ça ne prend pas 5 minutes. En tout cas, moi, je ne pense pas que ça prenne 5 minutes. Bon, description de tâche, on va dire qu'on va faire une analyse thermographique. Qu'est-ce qui serait intéressant de demander? On fait une analyse thermographique, oui, mais est-ce qu'il y a des seuils qu'on peut demander? Ouais. Donc toi, tu dis... Ouais, donc ça, tu inclurais l'image de référence, en fait. OK. Ça c'est excellent. Donc, en fait, je vais l'ajouter, la tâche. Puis... Donc, en gros, ce que je ferais, c'est que dans les pièces jointes, ici, là, je mettrai la photo de référence, la photo thermique de référence. C'est excellent, ça. Je vais juste faire un petit truc ici. Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est mettre des mesures de référence. Donc, des températures à ne pas dépasser ou des objectifs de température. Ouais, une légende, excellent, absolument. Souvent, on a ça dans les caméras thermiques, là, on a des légendes qui existent. Mais si on devait dire, moi, ce que je suggérerais, ce serait température maximale à ne pas dépasser. Ce serait quoi une température maximale sur un boîtier d'engrenage comme ça, basé sur votre expérience? Le point le plus chaud. C'est-tu 150 degrés? C'est-tu 80, 100? 80 à peu près, hein, c'est ça? OK, 80. Puis évidemment, ça dépend toujours, contexte opératoire, si on est en été, en hiver, etc. Mais c'est bon d'avoir au moins un point de référence pour que la personne soit capable de se dire, est-ce que je suis au-dessus ou en dessous? Ça va pour tout le monde? Super, excellent. Fait que là, on a adressé la surchauffe. Tant que j'y pense, l'échantillonnage d'huile est envoyé au laboratoire. J'ai dit qu'on allait adresser le mode de défaillance qui était mauvaise huile. Parfait, ça. Ensuite, on avait le mode de défaillance vibration. Comment on adresse le mode de défaillance vibration? Avec l'analyse de vibration. Excellent. Quel type d'analyse de vibration? Avec un accéléromètre, mais encore. Alors, il y a différents moyens de le faire. Il y a avec le gros collecteur d'analyse qui va nous permettre d'analyser plusieurs tendances, peak view, etc., vélocité. Ou sinon, il y a le petit analyseur de vibration qui nous donne une vibration globale, okay, qui peut également être intéressant. Mais là, ou bien il y a également les capteurs sans fil, les capteurs permanents. Là, on avait analysé quand même un risque relativement élevé. Je pense qu'une analyse de vibration mensuelle avec un collecteur normal ferait très bien l'affaire. Mais on peut très bien aussi décider de mettre des capteurs permanents, du sans fil, etc. Ça va pour tout le monde? OK. Donc, on va mettre une analyse de vibration. On le fait en marche. On donne ça à un technicien de vibration, qui peut être un technicien à l'interne ou une compagnie externe qui vient le faire. On va dire 10 minutes. Et puis, on fait ça à quelle fréquence? Typiquement, l'analyse de vibration, on fait ça à quelle
Quelle fréquence? La collecte manuelle, je veux dire, avec un gros collecteur? Au mois, hein? Ouais. Globalement, au mois, ça permet de capter, je crois, 95 ou 96% des défaillances. Donc 30 jours, c'est quand même une excellente fréquence de référence pour tout ce qui est analyse de vibration. OK. Puis là, je pourrais continuer encore et encore, mais je vais revenir à mon outil ici d'optimisation. Puis là, j'aimerais qu'on regarde, pendant 2 minutes, on regarde ça ici. Là. Donc 42% de réduction de risque. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que j'ai fait la somme des risques pour chacun des modes de défaillance. Donc 1 plus 1 plus 3 plus 6, blablabla, je descends jusqu'en bas, ça me donne un total de 36 points. Ce que je regarde, c'est avant mon exercice de PMO, je couvrais seulement 4 points sur 36, mais après l'exercice de PMO, je couvre 19 points sur 36. Donc, il y a une formule mathématique assez facile qui nous permet de dire qu'on a réduit de 42% le risque de défaillance sur ce boîtier d'engrenage. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? C'est quand même bien. OK? Ça, c'est vraiment bien. OK. Autre chose qui est intéressant, si on s'arrête là, on a réduit de 100% le temps d'arrêt planifié. Je pense que c'était madame qui avait mentionné, on faisait beaucoup de choses en arrêt. Puis là, finalement, on arrive et on se rend compte qu'on a complètement éradiqué le temps d'arrêt planifié pour ce boîtier d'engrenage. Je ne dis pas que le convoyeur, on ne va jamais l'arrêter, mais le boîtier d'engrenage, en tout cas, on n'a pas besoin d'arrêter pour faire la maintenance préventive dessus. Et ça aussi, c'est excellent. On a augmenté le temps homme de 200%. On a fait des tâches un petit peu plus fréquentes, notamment des tâches d'opérateurs qui sont plus fréquentes. Est-ce que c'est grave? C'est pas grave? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ouais, c'est col. Exact. Serge? Moi, je suis content parce qu'on a réduit le temps d'arrêt. Exact. On a réduit le temps d'arrêt. En fait, ce temps homme-là, on l'augmente, mais c'est lorsque les équipements sont en marche, effectivement. Puis également, ce qu'on fait, c'est qu'on vient réduire aussi le risque de défaillance. Donc, oui, on va devoir utiliser un petit peu plus nos ressources, mais ça va être des ressources qui, finalement, vont être actives quand les équipements sont en marche pour réduire le risque de défaillance. Fait que ça, moi, quand je vois ça, moi, d'un point de vue, en fait, mettre mes lunettes de fiabiliste, moi, je trouve qu'on a fait un excellent travail avec ça. Okay? Puis, vous voyez, c'est pas si compliqué ce qu'on a fait. On a juste eu un processus par étape où on part des modes de défaillance et ensuite, on les adresse dépendamment du risque. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà travaillé de cette façon-là, optimisé les PM en se basant, en allant dans ce niveau de détail de mode de défaillance? Peut-être pas vraiment. OK, un petit peu, peut-être. OK. Je pense que vous voyez, c'est une méthode qui prend du temps. Là. Il faut aller dans un niveau de détail qui est assez intense. Mais quand moi je vois le résultat de 42% de réduction du risque, ben, c'est bon. Est-ce que ça veut dire qu'on va réduire de 42% le temps d'arrêt non planifié? Potentiellement, en tout cas, on va avoir un impact significatif. Je ne serais pas prêt à mettre ma main au feu de dire qu'on a réduit de 42% le temps d'arrêt non planifié. Et puis évidemment, ben, ça dépend de bien d'autres facteurs. Notamment, il y a l'exécution de ces routes-là. Il faut former le monde, il faut mettre les routes dans le GMAO ou dans peu importe n'importe quel outil. Puis il faut les exécuter, il faut les faire de la bonne façon, ces routes-là, et dans les temps. Il faut aller inspecter avec une caméra thermique aux 3 mois, comme on l'a dit, etc. Ça va tout le monde? Excellent. Fait que à ce niveau-là, moi je dirais que le boîtier d'engrenage, ben, il est optimisé. Maintenant, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? OK, ça on l'a vu. On a fait une révision finale. La suite, c'est qu'on finit toujours par regarder que recommande le manuel du fabricant. Donc il y a sûrement des choses qu'on a peut-être manquées, des choses qui tombent sous la garantie également, qu'on peut regarder. Il y a des choses qu'on doit aussi absolument regarder, c'est tout ce qui est
régulés par les instances gouvernementales, je pense aux vaisseaux sous pression, etc. Donc il y a bien des choses qui sont importantes à valider avant de finaliser l'exercice. Bon, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va construire des routes. Alors, c'est quoi une route? C'est quoi une route de PM? Tu marches et puis tu mets en fait des tâches à un endroit qui est logique. Okay? Alors, des fois, il y a des endroits où on va voir des routes qui sont juste pour un seul équipement. Toujours un petit peu de difficulté avec ça, à moins que ça soit un énorme équipement et qu'on veuille focaliser sur quelque chose de très particulier. Bon, ben moi, j'aime bien en fait donner une séquence à un mécanicien, un opérateur ou un technicien d'aller voir différents équipements à différents endroits, toujours dans un ordre logique, mais dépendamment également de différents paramètres. Donc, on va rassembler des tâches qui se font à la même fréquence, donc à chaque jour, par exemple, à chaque semaine, à chaque mois, par le même métier, donc, mécanicien, huileur, etc., en marche ou en arrêt. Donc, un exemple de route, ça va être une route hebdomadaire faite par les opérateurs en marche, une route mensuelle faite par les mécaniciens en arrêt, etc., etc. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir simplement regrouper les tâches, on va les organiser, on va déterminer la durée totale des routes. Vous avez vu, on a mis des durées estimées pour chacune des tâches, mais on sait très bien que c'est juste pour inspecter le niveau d'huile, inspecter l'accouplement, inspecter les boulons ici. Fait qu'une fois qu'on met bout à bout ces tâches-là, oui, on obtient une durée estimée, mais il faut toujours prendre en compte le temps de marche, le temps d'exécution, le temps de se rendre. Donc, on a le droit de revalider cette durée totale-là. On ajoute des photos, des schémas au besoin, des pièces, des codes magasins au besoin, des fiches de cadenassage, etc., etc. Ça, c'est très important. Des belles routes de PM, ça ressemble à quoi? Je vous ai donné quelques exemples de choses que nous, on a fait par le passé. Donc, on identifie clairement quels sont les équipements qu'on doit aller voir, quel est le composant qu'on doit aller voir, quelle est la tâche que je dois faire, quelles sont les instructions qui sont incluses là-dedans, quels sont les modes de défaillance que l'on doit regarder lorsqu'on fait cette tâche-là. Si j'ai une mesure à prendre, c'est quoi la mesure? C'est quoi le maximum qui est autorisé, entre guillemets? Et évidemment, des indicateurs visuels, des photos, des choses comme ça. Donc voilà des choses que moi je trouve qui sont bons. Si j'arrivais dans une usine, dans une organisation, et que je voyais ce genre de préventif-là, je dirais, good job, je pense que vous n'avez pas besoin de notre aide pour améliorer ça. Ça a l'air très beau. Ça va? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des préventifs qui ressemblent à ça, ici? Je vois plein de plus. Minerai de Fer Québec, c'est sûr. C'est bon, ça. Excellent. Donc ensuite, à la fin, mais qu'est-ce qu'on fait? On implante les nouvelles routes. C'est probablement là que je trouve que des fois, il y a de la difficulté là, en tant que consultant ou expert qui fait cet exercice-là. C'est que je vais faire un excellent programme de préventif, puis au final, ça va prendre du temps, ça va être difficile à mettre en place. Donc, souvent, ça dépend aussi beaucoup du GMAO qu'on utilise. C'est quoi la facilité de l'utiliser? Il y a un GMAO dont le nom a 3 lettres que beaucoup de gens détestent utiliser, qui est très difficile. En fait, quand on veut créer des PM, c'est très fastidieux, très complexe à faire cette chose-là. Donc souvent, on se rend compte, on a fini, on a un beau programme de préventif, mais on a de la difficulté à le mettre en place. Okay? Évidemment, il y a quelque chose qui est très important, c'est le volet formation. Si on met en place des nouvelles tâches dans notre programme de préventif, notamment, on a parlé d'échantillonnage d'huile ou de caméras thermiques, mais il faut que les gens soient formés à ça. On ne peut pas juste donner une caméra thermique à un technicien, puis tiens, vas-y, va prendre des mesures. Il faut former cette personne. Donc c'est également quelque chose qui est très important de mettre en place. On a parlé d'installer des tiges d'échantillonnage d'huile également. Ça aussi, c'est très important à être en place avant de lancer ces routes d'échantillonnage-là, etc. Donc vraiment, pour moi, la clé, ça va vraiment être l'exécution. Ça va pour tout le monde? Super. Bon, pourquoi les PM n'ont pas été encore optimisés? Dans la plupart des usines où je vais, c'est souvent par manque de temps, par manque de compréhension.
souvent c'est très éparpillé. L'exemple que je vous ai donné aujourd'hui, d'avoir des feuilles un petit peu partout, ben, c'est ça la réalité, c'est que c'est éparpillé un peu partout. C'est difficile à rassembler et on manque de temps pour faire ça. Pour tout ce qui est réduction du risque, je pense que l'exemple que j'ai montré tout à l'heure avec la matrice 3-3 de risque, je pense qu'il n'y avait pas grand monde ici qui disait qu'ils avaient eu cette approche-là par le passé. Ben, moi, je pense que même si ça prend un peu de temps, ben, ça permet quand même de réduire fortement le risque. Et puis, il y a un manque de disponibilité. On n'a pas le temps, on manque de monde. C'est souvent ça les raisons que je vois. L'exécution, c'est vraiment la clé. Donc, comme je l'ai dit, si on peut avoir une excellente stratégie d'entretien, mais si personne n'est prêt à l'exécuter, ben, ça ne sert absolument à rien et c'est de l'effort qui est jeté à la poubelle. Un point que j'aime bien mentionner, c'est qu'on a, excusez, on a parlé de préventif versus prédictif. Durant l'exercice, on a beaucoup mis l'emphase sur ce volet préventif-prédictif. Puis qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet de voir des modes de défaillance, enfin des symptômes de défaillance à venir avec suffisamment d'avance. Si on a suffisamment d'avance, on a le temps de se planifier. Si on a le temps de se planifier, en fait, on va réduire la sévérité des défaillances. Okay? Puis moi, ce sur lequel je veux attirer votre attention, c'est de ne pas négliger le volet qui est à gauche, le domaine qui est proactif. Puis notamment, là, les choses que j'ai mentionnées tout en haut, choix de lubrifiant, quantité de lubrifiant optimale. Tout ça, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps, qui prennent du temps. La consolidation des lubrifiants, le choix des bons lubrifiants, calculer les bonnes quantités de graisse au bon moment, ça prend énormément de temps. Puis c'est le cœur, en fait, de tout ce qui est proactivité. Si vous graissez vos équipements au bon moment avec la bonne quantité et de la bonne façon, bien, virtuellement, vous venez de réduire énormément le nombre de défaillances à venir. Donc, oui, on va travailler sur le domaine bleu, excellent, mais le domaine bleu, selon moi, ne va pas sans le domaine vert, qui est tout le côté proactif. Les bonnes pratiques d'alignement, balancement, design pour la fiabilité quand on fait des nouveaux choix, des CAPEX, etc. Bâtir les procédures, avoir la bonne arborescence d'équipement dans nos GMAO, les bonnes pièces de rechange, etc., etc. Donc vraiment, pour moi, deux volets qui sont vraiment complémentaires. Ça va? Typiquement, c'est quoi l'impact qu'on voit? Ben, on voit une diminution de la quantité de main-d'œuvre nécessaire pour faire les préventifs. On voit une diminution des arrêts planifiés pour faire du préventif. On voit une diminution des coûts de pièces pour faire des préventifs. Et également, on voit une augmentation de 50% de la couverture des équipements. C'est à peu près ça qu'on a vu tout à l'heure, 40 et quelques % de réduction de risque. Ça veut dire qu'on vient couvrir beaucoup plus les modes de défaillance sur les équipements. Donc c'est ça, en faisant la tâche adéquate par les personnes ayant les bonnes compétences au meilleur moment. Un exemple, un bon succès que moi j'ai vécu il y a quelques années quand je faisais ça à temps plein. Il y avait une aciérie, là où je vous ai mis un exemple en haut à gauche des préventifs avant l'exercice, qui était extrêmement subjectif. Là, il y avait marqué moteur, entre parenthèses, état, pompe, entre parenthèses, état et bruit. Sachant qu'on y allait en arrêt, je trouve que c'était quoi le bruit d'une pompe en arrêt, c'est difficile à déterminer, n'est-ce pas? Donc voilà, très très subjectif, peu de détails. Puis au final, ce qu'on a fait, c'est que j'ai fait l'exercice que j'ai fait avec vous, avec eux. Puis donc on a bonifié les préventifs et simplement juste en allant inspecter les spiders des couplings, ben, on s'est rendu compte, en fait, dès la première occurrence, qu'il y avait plusieurs spiders couplings qui étaient brisés. Il y avait différents équipements similaires, les uns à côté des autres. Donc on a trouvé plusieurs spiders qui étaient brisés, puis on a trouvé également plusieurs buses de lubrification qui étaient brisées. Il faut savoir que c'était des énormes boîtiers d'engrenage avec des gros tuyaux d'huile qui circulaient. Il y avait tellement de contamination qu'on n'arrivait pas que ces bus se bouchaient très souvent. Donc on a pris des caméras thermiques pour identifier les bouchages sur les tuyaux. Et écoutez, en quelques semaines, là, je pense juste pour un équipement, là, ce cage-là, on avait fait à peu près autour de 200 000 $ de saving, juste en une fois, là, mais sur les semaines qui ont suivi, là, c'était plusieurs millions de dollars
d'économies potentielles réalisées juste avec ça. Puis je vais terminer là-dessus. Ce n'est pas de la science nucléaire ou de la physique quantique qu'on a fait aujourd'hui. On a juste appliqué quelques règles structurées, un petit peu de bon sens sur c'est quoi les modes de défaillance qui sont les plus à risque, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on adresse, et avec quelle fréquence, qui est la meilleure personne pour le faire. Et puis voilà. Donc, je pense que les gains sont quand même assez bons et assez faciles à atteindre. Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir participé avec moi aujourd'hui. C'était bien apprécié. On a eu des bonnes conversations. Alors, moi, je reste ouvert à vos questions tout de suite si vous en avez. Et puis voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Merci. Merci. Est-ce que je peux répondre à des questions, des commentaires? Oui? Dans le logiciel, il y avait des lignes... Question simple. Tout à l'heure, dans le logiciel, il y avait des lignes blanches, des lignes rouges, des tâches qu'on a supprimées, mais il y avait une ligne grise. Je ne comprenais pas c'est quoi le statut exact. Ça, c'était une tâche d'origine qu'on a dit, celle-là, elle est comme effacée, on la garde en mémoire en gris, mais elle a été optimisée en réalité. C'est ça la différence. C'est bon. C'est bon pour tout le monde? D'autres questions? On est prêt pour Serge? Bon. Oui. Ah oui. Le logiciel de Spartacus, là, il fait quoi d'autre? Bonne question, merci. Il fait, donc on bâtit, nous ce qu'on fait, c'est qu'on bâtit des programmes d'entretien préventif dans Spartacus. Puis ensuite, on les déploie, on déploie tout ce programme-là via des tablettes ou des cellulaires qui fonctionnent en hors ligne. Et ensuite, ce que ça fait, c'est que ça vient alimenter un tableau de bord de santé des équipements. Donc, tu as toutes tes routes de lube, d'inspection, tes programmes de vibration, d'analyse d'huile qui peuvent rentrer là-dedans et donner en fait un tableau de bord complet de santé des équipements. Ouais, c'est ça, c'est un APM, comme on appelle. Puis oui, c'est du 4.0, on a des sensors qui rentrent aussi là-dedans. On a beaucoup d'analytics, effectivement. D'autres questions? Bon, merci. Merci, M. Johan. C'était très apprécié.